7h41, les matins de France Culture. Bonjour François de Closet. Bonjour. Je vous ai voulu écouter attentivement et la chronique de Clémentine Autain. Je vais même d'ailleurs faire ce qu'on ne doit pas faire, mais dévoiler que vous aviez une sorte de sourire malicieux en écoutant la chronique de Clémentine Autain et que vous aviez un air plus préoccupé. Vous avez pris des notes pendant celle d'Hubert Huertas sur le procès Chirac. Oui, je trouve ça... Le procès Chirac, effectivement, c'est très triste, ça n'a pas beaucoup de sens. Pour moi, j'irai juste d'un mot. Oui, j'ai une image terrible de Jacques Chirac, une image que je ne lui pardonnerai jamais. C'est le jour où il est venu, le 14 juillet, dire que M. Dominique Strauss-Kahn ne devait pas utiliser l'argent de la cagnotte, comme il disait, c'est-à-dire des plus-values fiscales, pour désendetter la France. C'est le comble de la démagogie depuis 50 ans. Ça, je ne lui pardonnerai jamais. En revanche, il est vrai que... Vous ne lui pardonnez pas dans votre livre d'avoir, vous dites, laisser filer les dépenses publiques? Ah non, non, ça c'est une forfaiture. C'était Jospin à la rigueur et Jacques Chirac qui dépensait l'argent public. Cette histoire des emplois publics fictifs me gêne parce que je crois malheureusement que c'est une plaie de la France et qu'il y a partout dans les administrations, dans les municipalités, partout des emplois fictifs. Alors là, il a été pris avec de la confiture sur le nez, mais je crois qu'un peu tout le monde a mis le doigt dans la confiture. Oui, cela dit, il y a un rapport médical, et on sait que l'auteur de ce rapport médical est absolument insoupçonnable de quoi que ce soit, est un très grand professeur, grand médecin, producteur à France Culture de l'émission Avec ou sans rendez-vous, le mardi. Si vous me permettez, ancien du cabinet de Lionel Jospin, donc certainement le pas professeur Lioncan. Monsieur Lioncan est tout sauf un homme de droite affidé de Jacques Chirac. Ça, et d'ailleurs, nous le saluons confraternellement. Et je rappelle, j'en profite, que donc il fait tous les mardis à 14h une émission médicale avec au rendez-vous. Vous êtes resté avec nous un mot et puis on file sur le livre de François de Closet Hubert. Oui, ben je pense qu'au-delà de la question du procès, c'est-à-dire de ces emplois fictifs, au-delà de la santé de Jacques Chirac, ce qui est quand même frappant, c'est ce décalage. Et imaginons qu'un autre président, que nous ne connaissons pas encore, puisse faire des choses plus graves, ben le problème se poserait encore. Et là, on a réellement un problème de démocratie. La justice en France est toujours empêtrée face aux politiques, c'est évident. François de Closet, votre dernier livre, publié chez Fayard, s'intitule L'échéance. Alors, non pas celle nécessairement de la prochaine élection présidentielle, comme on aurait pu s'y attendre, encore que, évidemment, que ceci a à voir avec cela. L'échéance dont vous nous parlez est écrite avec un E majuscule, comme s'il s'agissait d'un monstre mythologique dans la bouche duquel nous serions sur le point de tomber. L'échéance, c'est tout simplement celle de la faillite de la France qui menace. François de Closet, vous vous présentez vous-même d'ailleurs volontiers comme un Cassandre, et le futur que vous nous prédisez n'a vraiment rien d'alléchant, puisque ça n'est ni plus ni moins le scénario de la Grèce qui nous attendrait si nous ne faisions rien, voire peut-être celui de l'Argentine. Vous êtes sérieux ? Ah oui, hélas, hélas, hélas. Comme je voudrais avoir eu tort, ça fait 20 ans que je me dis pourvu que j'ai tort, pourvu que j'ai tort, pourvu que j'ai tort, et non. Il est évident qu'en 30 ans même. Oui, en accumulant les déficits, on arrive au surendettement. Et si on n'est pas capable de faire face au surendettement, on arrive à la faillite. Et contrairement à tout ce qu'on a raconté, les dettes sont rigoureusement les mêmes que l'on soit un individu, une entreprise ou un pays. On a menti aux Français pendant 20 ans en leur racontant que les dettes des États n'avaient pas les mêmes conséquences que les dettes des particuliers. C'est faux. Je n'ai cessé de dire oui, ça a les mêmes conséquences. Attendez, pourquoi c'est faux? Non, la dette d'un ménage n'est pas la même chose que la dette d'un État. C'est pas le même fonctionnement. Les conséquences sont les mêmes. Alors on vous dit, oui, mais l'État ne paye jamais ses dettes. Tiens, bien sûr, il les reporte sur ses contribuables. Donc, les dettes, de toute façon, doivent un jour ou l'autre être payées. Et il faut y faire face. Et un pays qui refuse de faire face à ses dettes, c'est l'Argentine. C'est 10 ans de malheur pour un peuple. Voilà la vérité. Les Français se sont construits un monde imaginaire de droits, de codes et de tabous. C'est au fond de là que viendrait tout le mal, François de Closet, dites-vous. Mais c'est quand même la France, le pays le plus doué, le plus riche, le plus heureux du monde. C'est
pas nous qui le disons, le monde entier, quand on fait des sondages, tout le monde dit « Ah, le plus beau pays du monde, c'est la France ». Et voilà que ce pays est à la veille d'échéances pareilles. Non, mais c'est pas possible. Alors il faut tout de même s'interroger. Pourquoi on en est arrivé là? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça ce qui m'intéresse dans le livre. Et je dis qu'effectivement, à force de ne jamais rien vouloir toucher, sous prétexte qu'il y a partout des droits acquis, sous prétexte qu'on ne peut rien faire, parce qu'on ne peut rien faire qu'à l'échelle mondiale, eh bien on a laissé la France s'engraisser, s'enfoncer comme ça. Ouais. Alors, François de Closet, est-ce qu'il y a un lien au fond entre ce livre, l'échéance, et le fait que la situation économique soit au plus mal, et au fond, ce que vous écriviez, et qui a fait de vous l'auteur extrêmement connu, best-seller, plusieurs millions d'exemplaires, ce fameux « Toujours plus » qui date de 1982. La situation aujourd'hui est le résultat de deux crises. Hein. Et si on veut voir qu'une seule crise, on n'y comprend rien. D'une part, il y a la crise de l'État-providence, fossilisée notamment en France par le système des droits acquis et faisant naître en permanence des envies, des désirs et des exigences qu'il est incapable de satisfaire. De l'autre côté, il y a la crise de la finance, exigeant d'être libre, de n'avoir aucune régulation, pas d'entrave pour faire le maximum de profit, et qui a lancé la plus grande entreprise de fausse monnaie, parce que tous ces produits dérivés, tout ça, c'est de la fausse monnaie, en toute impunité, et qui a plongé le monde entier dans la crise. Donc il y a ces deux crises, et il faut s'attaquer aux deux, et les partis politiques, selon qu'ils sont de droite ou de gauche, n'en voient jamais qu'une. Vous renvoyez tout le monde dos à dos? Mais pas dos à dos. Il y a deux responsabilités, et il n'y aura de solution que si on s'attaque en même temps à la finance et un système social qui s'est complètement fossilisé. Alors, cela dit, c'est ce que font quand même beaucoup de candidats là, à l'élection présidentielle dans les programmes que l'on voit ça et là. Pas un ne prône autre chose, au fond, que la rigueur. Même encore François Hollande, hier, sur RTL, disait qu'au fond, il y avait eu à un moment donné un programme du gouvernement qui n'était pas si éloigné de ce que pouvaient proposer les partis socialistes. La rigueur, toujours la rigueur, encore la rigueur. Non, mais le gouvernement et la classe politique n'a cessé de mentir sur la réalité. Et nous disions, en finissant d'écrire ce livre, au mois de juin, que la réalité était beaucoup plus grave que ce qu'on nous racontait. Écrit avec Irène Inchospé, journaliste à Challenge. Et effectivement, et qui a pris en charge la partie financière et bancaire très importante. Donc nous disions, c'est beaucoup plus grave. Et depuis la fin de la rédaction de ce livre, il y a eu la crise financière venue à la suite de la déqualification de la note américaine. Et le résultat, c'est que toute la classe politique maintenant dit rigueur, rigueur, alors qu'avant elle se l'interdisait. Mais c'est encore pire, parce qu'ils disent rigueur, mais ils ne font pas. Enfin, je prends juste un exemple, les socialistes. Ils nous ont présenté un programme qui prévoyait le retour à moins 3% de déficit vers 2015. Et du jour au lendemain, il dit non, ce sera 2003. Vous savez ce que 2013, vous savez ce que ça veut dire? C'est 50 milliards d'économies qu'il faudrait trouver tout à coup. Comment? En gardant le même programme, mais on se moque du monde. Et de la même façon, quand M. Sarkozy vient vous dire il ne sera jamais question de remettre en cause la TVA à 5% dans la restauration. Et avec tout ça, on pense faire face aux échéances. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que l'austérité, c'est pas un choix, nous y serons contraints, il faudra le faire. Mais le problème de la France, c'est de retrouver sa compétitivité. Le drame de la France, c'est nos 60 milliards par an de déficit commercial. Ça n'est jamais arrivé. Et pour ça, il faut remettre en cause le système bancaire, ce que ne propose aujourd'hui pratiquement aucun candidat. Ils capitulent tous devant la finance. Moi, je peux vous dire ce qu'il faudrait faire. Arnaud Montebourg. Sur la démondialisation, mais moi je suis très réservé sur l'ultralibéralisme qui a conduit à la mondialisation. Mais il ne faut pas non plus tout à coup se prendre pour Napoléon et croire qu'on va pouvoir prendre des décisions qui dépendent de l'Europe ou du monde. Et il ne faut pas non plus dire « Ah ben on ne peut rien faire parce que ça dépend de l'Europe ou du monde ». Ce qu'on a voulu avec Irène Inchospé, c'est en permanence voir ce que nous pouvons faire.
Ouais. Vous comprenez qu'on cesse de nous dire vous ne Alors, pouvez pas toucher aux aura le banques, temps. il faut l'autorisation de Wall Street. Hein, c'est pas vrai. On peut le faire, mais qu'on n'aille pas en même temps dire faut faire des obligations européennes. Je suis désolé, il faut l'accord de l'Allemagne, allez le leur demander. Ouais. Alors, Voyez, on aura le temps de développer toutes les solutions que le futur président de la République, François Closet, pourra appliquer à partir du printemps prochain. Mais tout de même, vous dites par exemple aussi que le principal défaut de toute notre histoire, c'est que vous dénoncez le calcul faussé des déficits. Voilà, vous dites déjà tout vient de ce qu'au fond, on ne dit pas la vérité parce qu'on renvoie le déficit par rapport au PIB alors qu'on ne devrait pas le renvoyer au PIB. C'est une vaste blague, ça, quoi. Voilà. Vous Alors, savez expliquez-nous. Vous savez pourquoi ça s'est fait? Tout simplement parce que le déficit a commencé avec Jacques Chirac en 75, faut du temps de Valéry Giscard d'Estaing, Premier ministre. Il a décidé de ne pas faire payer la crise aux Français, donc de faire de la relance, la grande théorie bidon qui nous a conduit au surendettement. Donc il fait de la relance et commence le déficit. Mais Giscard avait le déficit honteux, n'est-ce pas? Et en 81, non, la gauche a le déficit triomphant. C'est en faisant des budgets en déséquilibre que nous allons relancer l'économie, faire de la croissance et des emplois. Et donc, effectivement, les déficits augmentent 100 milliards de francs, pas d'euros, etc. Alors là, on se dit, ça fait la droite va nous tomber dessus. Et on a concocté dans les services l'idée de changer la présentation comptable. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est votre déficit à la banque? C'est la comparaison sur votre compte entre les recettes et les débits. La différence, ça fait tant pour cent. Et on a dit non, on va comparer le déficit de l'État au PIB. Et alors, tout d'un coup, 25%, ça devient 3%. Alors, si on avait dit aux Français que depuis 35 ans, tous les ans, l'État faisait 20% de déficit, là, ils se seraient dit, quand même, c'est grave. Comme on leur a dit, ils font 3%, parce que depuis, on a oublié, ils font 3%, ils se sont dit, les comptables de Bruxelles nous cassent les pieds, c'est pas bien grave. Oui, bon, enfin, cela dit, François Closet, en même temps, les hommes politiques, ils sont élus par des citoyens. Enfin, c'était quoi? C'était un jeu de dupes? Tout le monde... Oui. Non, mais il est évident... Enfin, je vais vous montrer du doigt les politiques, c'est très bien. Voilà, on verra comment Corinne Lepage, tout à l'heure, vous tombera dessus, j'espère, mais quand même. Non, alors, c'est la différence, si je puis me permettre, entre les critiques vis-à-vis de la classe politique des populistes et la mienne, qui est une critique citoyenne. Qu'est-ce qui vous différencie d'un populiste? C'est que quand un populiste dénonce la classe dirigeante, on a l'impression que le pays est sous une occupation, qu'il y a des gens qui ne sont pas du peuple, des étrangers qui oppriment le pays et qui sont très méchants. Moi, je dis pas ça du tout. Je dis nous sommes tous Français coupables depuis 30 ans d'avoir toujours choisi les candidats les plus démagogues. Et ce livre, c'est un peu un vade-mecum pour la prochaine élection, en disant, cette fois, on n'a plus le droit d'élire un Père Noël qui nous racontera qu'il va nous donner beaucoup de cadeaux et ne nous dira pas qu'ensuite on nous enverra la facture. Enfin, on verra avec Corinne Lepage et Clémentine Autain tout à l'heure ce qui vous attendra sur cette question du politique. Mais enfin, tout de même, moi je note que, et cet article n'a pas eu beaucoup de retentissement, il y a eu cet été un grand papier de quelqu'un qui pourtant ne semble pas être totalement un novice en matière d'économie, qui est le prix Nobel d'économie Stiglitz. Bon, 10 ans, essayant de marteler par tous les moyens que la question justement de la rigueur est une question en trompe-l'œil et qu'il faut justement, alors qu'on est en situation difficile, relancer l'économie en justement pas serrant les budgets de l'État et notamment tout ce qu'on appelle les programmes de recherche qui parient sur l'avenir et critiquant de fait la pilule amère que l'on va faire avaler et qui a d'ailleurs beaucoup de mal à passer, la presse en rend compte ce matin, à la Grèce, entre autres. Alors Stiglitz, quand même, François Closet, c'est pas... Oui, il est prix Nobel, il n'est pas le seul prix Nobel. Et il y a des points sur lesquels, écoutez, il est passionnant, il y a des points sur lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Quand on nous parle de la relance, oui, c'est vrai, on peut un tout petit peu donner un coup d'accélérateur sur la dépense en période déprimée et ensuite rembourser en période d'accélération. Ça s'appelle du pilotage contracyclique keynésien. Bon, ça, on est tout à fait d'accord. Mais à partir de cette idée, on a développé
une méthode, une théorie complètement folle, qui est qu'en permanence, en augmentant les dépenses publiques par le déficit, on créerait de la croissance et des emplois. Ah, évidemment, hein, tout le monde est d'accord pour une telle politique, c'est trop agréable. Simplement, c'est faux. Et si on regarde la réalité, regardez, M. Obama, il a fait de la relance à tout va. Voyez où en est l'économie américaine. Voyez M. Schröder en Allemagne. Il a fait de l'austérité, lui. Et l'Allemagne se porte beaucoup mieux. Et en France même, je vous le rappelle, il y a eu 2 périodes d'austérité. Chirac-Mauroy, dans les 2 cas, ça a été la catastrophe. Il y a eu une superbe période de croissance du temps de Lionel Jospin. Elle n'a été précédée par aucune relance. Donc, il faut bien le voir. La relance, à tout va, en permanence, a fini par droguer la France au déficit. Et l'austérité, ce n'est pas une politique, c'est une nécessité. Si on ne fait que l'austérité, on tuera absolument. Si on ne fait que ça, on tuera la France, car il faut la faire intelligemment, en menant une politique de restructuration industrielle, en menant une politique de recherche, etc., en changeant toute la fiscalité, en changeant le système bancaire. Si on se contente de se laisser surprendre par les marchés pour massacrer les dépenses, eh bien, évidemment, la France risque de ne pas survivre à l'austérité, mais de toute façon, l'austérité, quand on est surendetté et que les marchés vous tiennent, on n'a plus le choix. Faut pas faire les malins. C'est la partie débat des matins avec Clémentine Autain, Corinne Lepage, Brice Couturier. Cette semaine sur France Culture à 20h30, le feuilleton Pages arrachées au 11 septembre. Comment cette tragédie qui a secoué toute la planète a-t-elle percuté aussi la littérature ? Nous écouterons 6 auteurs américains, Don DeLillo, Jonathan Safran-Foer, Jem McInerney, Claire Messud, Paul Auster et en fil d'Ariane, Siri Hotzfeld et son plaidoyer pour Eros. Le feuilleton Pages arrachées au 11 septembre à suivre toute cette semaine à 20h30 sur France Culture. France Culture, 8h17. Brice Couturier, bonjour. Bonjour Marc Vinchel. Vous avez lu le livre de François de Closet. Il vous écoute attentivement. Personne n'a oublié François de Closet, votre best-seller de 1982, toujours plus. Et on vous souhaite le même succès avec l'échéance. Il s'agit en effet d'un catalogue assez complet des problèmes qui assaillent notre économie. Tout y passe. Comment ne pas tomber d'accord avec vous, chapitre après chapitre? J'avais envie d'écrire « oui » dans la marge. Oui, notre dette publique est devenue insoutenable depuis que nous pouvons emprunter à moindre coût grâce à l'euro, sans pouvoir nous en débarrasser en dévaluant. Non, on ne peut pas accepter que les super riches acquittent aux percepteurs un moindre pourcentage de leurs revenus que les classes moyennes. Oui, il est immoral de faire payer demain par nos descendants nos dépenses sociales d'aujourd'hui. Oui, notre compétitivité s'érode parce que nous préférons critiquer les Allemands qui réussissent plutôt que d'imiter leurs réformes. Oui, notre industrie s'effondre car les entreprises du CAC 40 n'ont plus de Français que leurs sièges sociaux, tandis que nos PME sont étranglées par des donneurs d'ordre. Oui, ces banquiers qui nous ont précipités dans une crise dont ils refusent obstinément de payer la facture doivent être empêchés de préparer les conditions de la prochaine. Je vous le disais, François de Closet, ces constats, tout le monde les fait. Certes, selon un ordre de priorité et dans des termes qui varient en fonction de l'idéologie de chacun, mais je prends le pari que vous rencontrerez beaucoup moins d'opposants résolus qu'à l'époque de Toujours Plus. Mais là où tout se complique, c'est lorsqu'on essaie de traiter un à un ces problèmes. Or, c'est bien ce que nous nous apprêtons à réclamer des candidats au pouvoir. Ramener la dette publique à un niveau soutenable avant de connaître les affres d'une situation à la grecque implique de sabrer dans les dépenses et d'augmenter les prélèvements. Mais comment imposer aux collectivités locales de licencier des fonctionnaires, comme vous le suggérez, alors que l'État ne cesse de se décharger sur elles de nouvelles responsabilités ? Taxer sérieusement les hauts revenus, tout le monde est pour, et même une partie d'entre eux. Mais comment éviter que la majorité des riches ne se sauve chez des voisins plus complaisants ? Réhabiliter l'industrie, ça fait l'unanimité. Protéger l'entrepreneur qui bosse et prend des risques du spéculateur qui ne fait que se servir en cassant la baraque et en licenciant à tour de bras. Mais comment donc ? Empêcher les banques de nous la jouer une fois encore le coup du « je suis trop grosse pour faire faillite, donc à la collectivité d'assumer mes pertes et moi je conserve mes gains ». Évidemment, mais concrètement, on fait comment dans une Europe à 27 où certains cherchent à attirer chez eux ces dangereux prédateurs et où les États ont bien besoin que les banquiers continuent à acheter
des bons du Trésor. Alors vous nous dites que les politiques nous mentent sur l'ampleur de la crise et nous bercent d'illusions quant à la soutenabilité de notre fameux modèle. Mais le sentiment dominant aujourd'hui, c'est que si le courage leur fait défaut, on peut aussi douter de leur capacité à exercer la réalité du pouvoir. En effet, et je vais citer là Zygmunt Bauman, pouvoir et politique, écrit Zygmunt Bauman, autrefois confondus, à présent sont séparés et en instance de divorce. Je poursuis avec Bauman, le pouvoir se disperse dans un espace politiquement incontrôlé et souvent extraterritorial, tandis que la politique reste comme autrefois locale. Du coup, toujours Bauman, la perte de pouvoir rend les institutions politiques et leurs initiatives de moins en moins pertinentes pour régler les problèmes existentiels des habitants, de ce qui reste de l'État-nation. C'est pourquoi elles retiennent de moins en moins leur attention. Et ma question, quel sera le pourcentage d'abstentionnistes aux prochaines élections? François de Closet. Alors, réaction, vous avez parfaitement analysé ce livre. Qu'est-ce qu'il montre? Il montre que face aux deux crises auxquelles nous devons nous attaquer en même temps, eh bien, le jeu politique traditionnel est devenu impuissant. Pourquoi? Parce que traditionnellement, le jeu démocratique, c'est de choisir entre la politique de la droite et la politique de la gauche, étant entendu que la droite n'utilise pas les moyens de la gauche et réciproquement. Or, ça, on peut le faire, entre guillemets, en temps de paix. Mais, à l'échéance, on arrive dans une situation d'urgence qui s'apparente à la situation de guerre. Et Vous dites que c'est une drôle de guerre, hein, oui. Comme la drôle de guerre. Actuellement, on vit la 39. drôle de guerre parce qu'on nous fait croire que la crise du surendettement ne franchira pas nos frontières. Vous savez, comme le nuage de Tchernobyl. Non, bien sûr, au lendemain de l'élection, les marchés commenceront à discuter de nos taux d'intérêt. Et donc, quand on est dans une situation de guerre, que fait-on? Eh bien, on fait une politique qui n'est ni d'un côté ni de l'autre, qui prend des mesures extrêmes que l'on qualifierait tantôt de droite et tantôt de gauche. En période de guerre, vous allez voir un gouvernement de droite qui nationalise, vous allez voir un gouvernement de gauche qui réduit les droits sociaux, tout ça parce qu'il faut faire face à l'urgence. Eh bien, c'est ça que nous devrons faire. Ça ne veut surtout pas dire qu'il n'y a plus de droite et plus de gauche, ça c'est de la démagogie. Ça veut dire que dans cette période exceptionnelle, il faut choisir le meilleur, qu'il soit de droite ou de gauche, mais ce sera celui qui aura le courage de ne pas faire une politique classique, mais de dire qu'effectivement, il se prendra des mesures d'où qu'elles viennent, dès lors qu'elles sont nécessaires. Je sens comme un léger agacement à ma gauche, si j'ose dire. Clémentine Autain. Je partage le diagnostic qui est la politique se trouve un peu impuissante dans l'état actuel et qu'il y a une double crise économique et démocratique. Mais alors je suis totalement en désaccord avec la manière de prendre le problème des solutions. Parce qu'au fond, ce que vous proposez, c'est donc... ce que vous dites, c'est droite et gauche proposent la même chose, notamment des politiques d'austérité, de façon plus ou moins brutale. Ils s'opposent, droite et gauche, là, comme aux États-Unis. Ils s'opposent. Non, désolé. Là, dans la période, bien sûr qu'il y a des nuances, mais vous venez de le dire, des gouvernements sociodémocrates applique des politiques d'austérité et la droite applique de fait des politiques de rigueur également. Donc elle est plus ou moins brutale, elle ne se fait pas nécessairement de la même manière, mais globalement le diagnostic droite et gauche confondus dans ces partis majoritaires, ça ne veut pas dire que la droite et la gauche c'est la même chose ou qu'il n'y aurait plus de droite et plus de gauche en France ou à travers le monde. Non, ça je suis d'accord. Mais vous validez les présupposés de cet accord aujourd'hui qui fait qu'il n'y a plus de démocratie, à savoir que l'austérité, c'est le problème numéro un de la France et de l'Europe, et qu'au fond, tant qu'on ne règle pas cette question-là, et pour la régler, j'imagine, comment vous faites? Parce que le problème, c'est la question de comment on règle cette question de la dette. Je ne la crois pas centrale. Je pense que le problème central, c'est le capitalisme financiarisé, et que nécessairement, il y a besoin d'un certain nombre de règles, enfin de parti pris, si j'ose dire, qui est que le partage des richesses est le vrai problème. Le problème, c'est pas la dette, c'est le partage des richesses, et c'est de s'attaquer à ce capitalisme financiarisé. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord pour dire qu'il faut s'attaquer au capitalisme financiarisé, et Dieu sait que je le dénonce dans ce livre, et que je pense que même aujourd'hui, la gauche n'est pas suffisante face à la mise au pas du système financier, qu'elle devrait prendre d'autres mesures que nous préconisons. Mais voyez-vous, comment on le fait, ça? Alors, c'est un affrontement social et politique. Ah, mais je pense justement que
aujourd'hui, on ne peut plus continuer à nous dire « vous ne pouvez rien faire contre les banques, car ça ne peut se faire qu'à l'échelle mondiale et Wall Street n'est pas d'accord ». Eh bien non, on peut effectivement s'interroger pour savoir par exemple si on ne doit pas séparer la fonction de banque de dépôt garanti par l'État de la fonction de banque de marché au risque et péril des banquiers, pour savoir si on doit continuer à accepter le trading haute fréquence, ces ordinateurs spéculateurs au millième de seconde qui sont une nuisance et que tout le monde tolère sous prétexte que ça fait gagner de l'argent. Mais la question, c'est la maîtrise publique du système bancaire. Vous êtes d'accord avec ça, la maîtrise publique du système bancaire? Je pense qu'il faut faire ça pour, d'un autre côté, pouvoir dire à la population, écoutez, nous sommes mis dans cette situation de surendettement. Effectivement, nous avons une urgence parce que très concrètement, les marchés financiers peuvent faire augmenter nos taux d'intérêt et qu'à ce moment-là, nous serons étranglés et que la France ne pourra simplement plus payer. Je vous rappelle que la France a 96 milliards de déficit cette année, ce qui représente beaucoup plus. Je vous rappelle que les seules entreprises du CAC 40 ont fait 60 milliards de bénéfices. Oui, on va en reparler. Je dérobe pas. On va en parler. 46 Ce que je veux milliards dire, sur 6 mois. c'est que donc on a cette urgence de réduire nos déficits parce qu'autrement on est étranglé par les marchés financiers. C'est pas la peine de faire les malins, de venir dire comme Monsieur Mélenchon, Papandréou, il s'est couché devant les marchés financiers. Mais vous n'avez pas le choix. Quand on vous dit vos taux d'intérêt vont être à 15 et 20% et vous ferez faillite, et il n'y a pas de pire malheur qui s'abatte sur un peuple que la faillite de l'État. Donc vous dites que le problème c'est le marché financier et en même temps vous dites on ne peut rien faire contre eux. Alors comment on fait ? Non, justement, on peut tout à la fois pratiquer l'indispensable austérité pour que la France ne fasse pas défaut, s'attaquer au marché financier, résorber nos déficits, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous avez l'air de dire que puisqu'on est d'accord des deux côtés pour résorber les déficits, donc on fait la même politique. C'est totalement faux. Il y a deux façons de résorber les déficits, l'une qui est de réduire les dépenses et l'autre d'augmenter les prélèvements. Et comme vous le voyez, moi je veux qu'on fasse les deux, qu'on ne rejoue pas la comédie stupide des républicains et des démocrates aux États-Unis. Et c'est en ce sens que je dis, on ne peut pas faire uniquement la politique de la droite qui va vous dire il faut réduire les dépenses, et la politique de la gauche qui vous dit il faut augmenter les prélèvements. Corinne Lepage. C'est ça la politique nouvelle. Alors, c'est ça la politique nouvelle, Corinne Lepage. Il y a des choses, François de Closet, que je partage avec vous, sur le fait qu'il faut sortir des tabous. Qu'il faut arriver à raisonner différemment et à faire une synthèse dans les propositions qui sont traditionnellement appelées droite et gauche. L'essentiel me paraît sur deux points. D'abord, la reconquête des marges de manœuvre. Quand vous regardez la situation du Japon, le Japon, il a une dette publique colossale. Oui, mais le Japon, ce sont les Japonais qui ont leur dette, à 95%. Par voie de conséquence, quand ils sont dégradés, comme ça vient de se passer, puisque Moody's les a passés à AA3, ils s'en moquent. Ils s'en fichent éperdument, quasiment. C'est pas très joli sur le papier. Ça n'a aucune importance, puisqu'ils ne dépendent pas des marchés financiers. Ce qui veut dire qu'une des grandes erreurs que nous avons eues en France a été de pousser massivement à la prise de pouvoir par les marchés financiers sur notre dette, alors qu'on aurait très bien pu faire autrement. Je rappelle qu'on est avec la Grèce et l'Espagne, un des pays en Europe qui dépend le plus des marchés financiers, près de 70%. Voilà. Ouais. Bon, donc ça, c'est tout à fait... Je ne voulais pas faire de déficit, et à ce moment-là, non, mais le problème était réglé. Mais le Japon, non, mais le Japon fait des déficits. 200% du PIB, donc vous voyez bien que le problème majeur n'est pas la question de la dette. Sauf que ce sont les Japonais qui possèdent la dette japonaise, et non pas les étrangers, les marchés financiers. Mais nous, on n'a pas de fonds de pension, c'est ça la différence. Oui, mais donc, c'est pas la dette le problème majeur. Oui, mais donc, c'est quand même un point important. C'est quand même un point important. Deuxième point. Pas tous en même temps. Il y a des problèmes qui sont collectifs à tous les pays industrialisés, qui est le fait effectivement qu'on est dans une situation dans laquelle, après avoir renfloué le système financier pour qu'il aide l'économie réelle, il s'en est mis plein les poches et il n'a pas aidé l'économie réelle. Et maintenant, c'est nous tous, la collectivité des contribuables, qui sommes dans la difficulté. Donc ça, c'est
collectif. Et puis, il y a des problèmes propres à la France. Je suis d'accord avec vous. Pas sur l'affaire de mesurer par rapport au PIB. C'est pas français, c'est un critère qui est européen, celui-là. Hein. On l'a pas inventé chez nous. Hein. Bon. Donc, voilà, 82. Il faut quand même être un peu... voilà. Mais... en 83, ça a été inventé en France. Il faut rendre... hommage à la France, c'était Alors, ceci étant, je crois que la question des recettes et la question des dépenses doit être regardée de très près. Recettes, je dirais simplement que les dépenses fiscales, officielles et non officielles, 150 milliards d'euros, puisqu'il y en a 75 qui sont passés à la trappe en 2004, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre des Finances. On en a sorti 75%, 75 milliards qu'on a mis à côté. Mais il n'empêche qu'ils ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Premier point. Deuxième point sur les dépenses. On ne peut pas mettre toutes les dépenses sur le même pied. Il y en a qui sont absolument nécessaires pour toute une série de raisons, et puis il y en a d'autres qui, franchement, sont absolument scandaleuses. Dernier point, on ne fera de réforme... Un exemple concret des dépenses scandaleuses qu'on vient de payer à M. Tapi, par exemple. Vous voyez ? Bon, c'est pas beaucoup par rapport à la dette totale, mais c'est tout à fait inacceptable. 20 milliards pour la défaisance du Crédit Lyonnais, 20 milliards d'euros qu'on a payés. Voilà, ça, c'est tout à fait inacceptable. Les niches fiscales. Ça, c'est les dépenses fiscales dont j'ai parlé il y a un instant. Et puis, il faut laisser François de Closé vous répondre, mais elle finissait. Et donc, ce que je voulais dire sur ce point-là, sur les dépenses, qu'il faut donc faire la part des choses entre les unes et les autres, et surtout avoir une méthode de dépenses publiques qui n'est plus du tout celle qu'on a. Bonté divine, vous avez des rapports de la Cour des comptes, année après année, qui vous disent des choses, qui vous font des recommandations. De Séguin à Migaud, hein. Tout le monde s'en fout. Toute coloration politique confondue. Il suffirait d'appliquer ce que dit la Cour des comptes, très franchement, pour s'en sortir très largement. Le dernier, donc, voilà. Allez, d'un mot, je voudrais tout de même dire qu'effectivement, si la France avait continué, comme elle le faisait traditionnellement, l'État avait continué à s'endetter auprès des Français. Vous savez, prenez des bons d'État, c'est l'épargne de père de famille de toute sécurité. Et puis par moment, l'État se retrouvait surendetté. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, il remboursait les braves épargnants français en monnaie de singe, en faisant de l'inflation et des dévaluations. Donc, s'il vous plaît, il est vrai que si nous avions pu continuer à faire ça, d'ailleurs, je ne sais pas comment les Français auraient prêté plus de 1000 milliards d'euros à leur État, mais peu importe. Nous serions certes endettés vis-à-vis des Français, mais ça revient à dire que nous ferions un hold-up sur l'épargne des Français pour rembourser les dettes que nous ne pouvons pas payer. Sauf que les Français... Pas en même temps. Laissez finir, François Closé. Sauf que les Français seraient directement intéressés à ce que les choses aillent différemment. Et ça répond probablement à une des critiques de populisme, parce que là, je dirais qu'il y aurait un partage... Je voudrais qu'on y revienne ensuite sur cette question de populisme, mais je vous laisse débattre et Brice Couture. Alors, François de Closé, 8h31 minutes. Bon, donc je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, nous dépendons des marchés financiers, que c'est intolérable. Mais vous savez, c'est la situation générale des surendettés. Le surendetté dépend de son créancier, perd son autonomie et perd son indépendance. Et c'est pourquoi, depuis 20 ans, je répète sur tous les tons, que nous devons nous interdire le déficit. Et alors, on me dit, ah oui, mais l'équilibre financier, c'est une idée de droite, ce qui est invraisemblable. Je vous signale qu'à l'heure actuelle, vous avez un pays comme l'Amérique, société ultralibérale, qui se trouve en très grand déficit, que vous avez des sociétés comme la Suède ou la Finlande, sociétés social-démocrates, qui sont à l'équilibre. Alors cessons de nous dire que le déficit, c'est une politique de gauche, et que l'exigence de l'équilibre comptable, c'est une exigence de droite. Ça, c'est une imposture. Je vois Brice Couturier hocher dangereusement la tête à vos propos. Oui. Vous êtes d'accord, alors ? Mais parfaitement, je suis parfaitement d'accord avec François de Closé. Il se trouve qu'effectivement, la droite veut nous faire croire que la financiarisation de l'économie n'est pas un problème, et la gauche veut nous faire croire que la dette publique n'est pas un problème. Moi, ce que je trouve bien dans votre livre, c'est que vous renvoyez dos à dos la droite et la gauche. Vous attaquez d'un côté les hyper-libéraux qui ont laissé les banques mélanger le métier de prêteur et celui de spéculateur, on le voit bien, qui ont multiplié des produits financiers au goût douteux, déconnectés de toute réalité économique. Mais vous attaquez aussi les hyper-keynésiens qui nous ont fait croire que les déficits publics étaient non seulement sans danger, mais désirables, puisqu'ils allaient nous apporter, on se souvient, de forts taux de croissance, le plein emploi avec lequel nous allions enfin rembourser. Les premiers, les hyperlibéraux, nous ont plongé dans une crise effrayante, et les seconds dans la spirale de l'endettement. Mais ce que vous montrez aussi, c'est que loin de se combattre, ces deux excès marchent main dans la main, parce que c'est l'État socialiste, bizarrement, sous l'impulsion
de Pierre Gauvain en particulier, qui a favorisé la déréglementation de la finance et l'inventivité des brides et des banquiers dans une raison avec un objectif bien simple, qui était celui de financer le déficit public de l'État, bien entendu. Alors quand on est obligé d'emprunter pour vivre au jour le jour, comme c'est le cas de notre État, eh ben on se met dans la dépendance des marchés financiers. Les deux sont liés, la financiarisation spéculative et la fuite en avant dans la dette publique, parce que l'un finance l'autre, évidemment. Alors, oui, effectivement. Si tu veux pas dépendre de ton banquier, ne fais pas de dette. Tout le monde sait ça. Vous dites qu'on vit quoi, 25% au-dessus de nos moyens ? Je sais pas, on doit vivre, et on n'est pas le seul pays occidental, hein, c'est l'Occident. Qu'est-ce qui se passe? D'un mot, c'est très simple. Hein. La prospérité de l'Occident des années 60 reposait sur la surexploitation du tiers-monde et des richesses naturelles. Et le réveil des pays émergents fait qu'effectivement, notre niveau de vie devait se tasser. Et on l'a entretenu artificiellement, soit aux États-Unis par l'abus du crédit privé, soit en Occident par l'abus du crédit public. Eh bien maintenant, il va falloir ramener notre niveau de consommation à notre niveau de production. Et toute la difficulté, c'est qu'il faut faire ça sans provoquer une déflation économique, ce qui est très difficile. Vous dites grosso modo qu'on est quand même totalement schizophrène, puisqu'on aime bien en tant que Français, au fond, être administré comme dans le bon vieux temps de l'Union soviétique et se comporter de façon privée comme un consommateur de Las Vegas, quoi. Je caricature à peine, mais c'est un peu ça que vous dites. Bien évidemment, les Français attendent tout de l'État, y compris qu'il leur fiche la paix royalement et qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent. Bon, enfin ça, c'est un paradoxe que je ne suis pas le premier à remarquer. Clémentine et Corinne Lepage. Clémentine Autain. J'aime pas du tout la façon très caricaturale sur la dette et les marchés, enfin la façon de prendre le problème, parce que je pense que c'est là qu'il y a une espèce d'arnaque assez fondamentale. Je veux bien qu'on en parle 3 heures. Oui, hein, mais là on est obligé d'être. Mais c'est vous qui mettez la question de la dette et de l'austérité au cœur de votre proposition. Et c'est ça qui me pose problème, d'autant que c'est la structure de la dette, c'est la manière dont elle a été fabriquée qui pose problème. La dette a été faite pour dépenser de l'argent pour le fonctionnement du budget de l'État. Et c'est là où ça dysfonctionne considérablement. Rien qu'avec ce qu'on pourrait gagner par le manque à gagner sur les niches fiscales, on a 60 milliards d'euros potentiellement à dégager. C'est plus que le remboursement du service de la dette. Mais non, c'est important parce que c'est un sujet qui va nous monopoliser toute l'année jusqu'aux élections et sur laquelle les termes du débat sont fondamentaux. Donc c'est pour ça, quand je dis il n'y a pas de problème majeur de la dette, c'est que je dis que c'est le faux problème. Le problème, c'est la structuration du budget de l'État et c'est le fait, comme vous le dites, que nous soyons dépendants des marchés, que nous soyons mis dans la main des marchés. Ne nous mettons pas à perdre du temps sur les points sur lesquels on est d'accord. On est parfaitement d'accord sur le fait qu'on ne retournera pas à l'équilibre en gardant ce monstrueux système fiscal qui est le nôtre, qui pèse si fort sur la classe moyenne et si peu sur les hyper riches, qu'on ne continuera pas avec ce monstrueux tas de niches fiscales. Pourquoi on a fait les niches fiscales? Tout simplement parce que les gouvernements étaient des démagogues qui voulaient dépenser plus, mais ils ne voulaient pas que ça se voit. Alors ils prélevaient moins. Et c'est comme ça qu'ils ont fait de tous côtés des niches fiscales. Beaucoup. Mais attention, il ne faut pas non plus dire qu'on peut toutes les supprimer. Pour prendre juste un exemple, si on supprimait à peu près les 20 milliards de niches fiscales sur les rémunérations les plus basses, eh bien vous feriez considérablement augmenter le chômage. Donc il faut être très précis sur ce qu'on fait. Il ne faut pas faire des imbécilités comme ce qu'on a fait en supprimant la niche fiscale sur les parcs d'attractions. Oui, il fallait la réduire, il ne fallait pas la supprimer d'un coup comme ça, vous voyez. Ah ben ça y est, ce qui est lamentable, c'est qu'on n'ait pas commencé ce travail il y a des années, c'est-à-dire qu'on va le faire dans la précipitation et que le résultat sera catastrophique car nous serons incapables de faire la différence entre les points sur lesquels nous devons freiner et les points que nous devons préserver. Je voudrais quand même juste, par rapport aux solutions que vous proposez, qu'on sorte maintenant quand même de la question strictement pure de la dette, sur ce que vous proposez, vous dites tout de même, et que vous n'êtes pas en désaccord, en citant par exemple Maurice Allais, prix Nobel économie, le démographe Emmanuel Todd ou encore Michel Rocard, vous semblez dire quand même que l'idée d'un protectionnisme à l'échelle de l'Europe peut donner des résultats, que le protectionnisme européen est une solution intéressante. Est-ce que ça ne menace pas tout de même de se faire refermer l'Europe sur elle-même et d'avoir des
effets pervers que cet effet protectionniste-là. Je pense, rétrospectivement, que je me suis fait piéger par ce mot protectionnisme. On en avait fait un mot aussi abominable que le mot racisme. Vous ne pouviez même pas réfléchir, mais après tout, or, ce qu'on nous a vendu, ce n'est pas ce que je souhaitais, l'ouverture du monde, le développement du commerce international. Bien sûr que nous sommes tous pour. Ce qu'on nous a vendu, c'est une doctrine absolue et systématique du laisser faire, laisser passer et ne contrôler rien. Et ça, c'était une folie. C'était une folie dans la mesure où il n'y avait aucune réciprocité. Enfin, laisser faire, laisser passer avec la Chine qui fait une politique monétaire de dumping monstrueuse, non. Mais cela posé, aujourd'hui, il faut être raisonnable. Premièrement, ce n'est pas ça qui fait la perte de compétitivité de la France, puisque cette perte de compétitivité se manifeste d'abord vis-à-vis de l'Allemagne. Donc, s'il vous plaît, n'allons pas dire « Ah, nous sommes en perte, nous avons un déficit commercial à cause de la mondialisation. » Regardons ce qui ne va pas chez nous. Mais je pense qu'à l'échelle de l'Europe, plus la crise s'approfondira et plus nos partenaires, qui sont aujourd'hui très libre-échangistes, s'interrogeront sur le fait de savoir si ponctuellement, pas pour se défendre, mais pour pouvoir contre-attaquer, il ne faudra pas prendre par-ci par-là des mesures protectionnistes. Mais ne nous y trompons pas, la France n'est plus napoléonienne, c'est pas nous seuls, qui déciderons que l'Europe doit avoir des protections ou que l'Allemagne doit mettre son crédit au service des nations surendettées européennes. Les matins de France Culture, l'invité François de Closet, 8h40. Corinne Lepage. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire François de Closet. D'abord, il ne faut pas être naïf. Hein. Les grands empires le font. La Chine le fait avec sa monnaie. Allez monter une entreprise française, européenne en Chine et vous allez me dire comment vous vous y prenez. Hein. Vous êtes nécessairement minoritaire et vous faites obligatoirement du transfert de technologie. Si ça, ce n'est pas une forme de protectionnisme, vous m'expliquez ce que c'est. Est-ce que les États-Unis ne font pas aussi du protectionnisme? Alors, arrêtons la naïveté. On a besoin, effectivement, d'un certain... alors, il faudrait trouver un mot, effectivement, peut-être plus sexy que protectionnisme, je ne sais pas lequel. Écluses, on dit maintenant. Voilà. Des écluses. Des écluses, pourquoi pas. Les excluses. Oh, des excluses, très joli. Les excluses, ça serait parfait. C'est très joli. Oui, hein. oui. À la fois sur les questions sociales et environnementales, parce que tout à l'heure, vous disiez une chose qui est très juste et qu'on avait vécu sur les ressources naturelles et sur les pays du Sud. Le problème de la dette naturelle est un problème qui va devenir croissant et qu'il va bien falloir intégrer d'une manière ou d'une autre dans nos calculs économiques et financiers. Parce que celle-là, on n'en parle pas, mais c'est une dette qui est au moins aussi considérable que l'autre. 8h41, le coup d'œil de Thomas Cluzel, François de Closet, un article sans doute connexe qui va vous faire réagir, que j'ai vu effectivement. Bonjour Thomas. Bonjour. Ce matin dans Libération, vous savez qu'une étude américaine montre que plus on est teigneux au travail, plus on a de chances d'être augmenté. C'est ça, non? Oui, emmerdeurs, c'est marqué. Hein. Les emmerdeurs... c'est ça, oui. Perçus comme plus compétents, ont des salaires de 18% supérieurs à leurs collègues sympas. C'est effectivement les résultats d'une étude américaine commentée ce matin dans Libé. En clair, les chieurs et les insupportables sont mieux payés que les autres. Vous avez déjà cru le constater au boulot, écrit Édouard Launay. Eh bien aujourd'hui, la recherche donc en apporte les preuves. Les résultats de l'étude sont très clairs. Primo, être agréable, aimable, courtois, prévenant, altruiste est pour un homme désavantageux en termes de rémunération. Secondo, pour une femme, cela n'a pratiquement aucun effet puisque la différence n'est que de 5% contre 18% donc chez les hommes. Et tertio, aimable ou insupportable, les femmes sont de toute façon moins bien payées que les hommes. Alors comment expliquer cet état de fait ? Car après tout, la logique voudrait que les gens agréables soient favorisés dans l'entreprise puisqu'ils permettent un meilleur travail d'équipe, évitent les conflits, font gagner du temps, sont plus estimés. Or, c'est exactement l'inverse qui se produit. Ces dernières années, donc, les chercheurs ont formulé plusieurs hypothèses sur ce paradoxe. Par exemple, les gens agréables ont souvent pour priorité d'avoir de bons rapports avec les autres au détriment, donc, parfois, de leur carrière. Ou bien, les gens désagréables, cette fois-ci, sont moins enclins à faire des concessions salariales que les autres. Autrement dit, en martien scientifique, donc cela donne ceci, les individus au niveau bas d'agréabilité sont susceptibles d'être considérés comme étant plus compétents en vertu même de leur manque de chaleur. C'est horrible. Dans une société qui valorise donc de plus en plus la compétitivité et l'agressivité, les comportements désagréables sont perçus comme des signes prometteurs et ils sont donc encouragés, écrit encore Édouard Launay. Corinne Lepage, ça l'étouffe, je vous signale. Conclusion, la globalisation du marché a-t-elle toutes les chances de favoriser l'émergence d'emmerdeurs de dimension internationale aux performances quasi olympiques ?
Alors cette pénalisation des types sympas étant scientifiquement constatée, que fait-on maintenant? Est-ce qu'on les augmente eux aussi de 18%, ou bien est-ce qu'on réduit leur salaire? Évidemment, les entreprises ne feront rien de tout cela, estime le Quotidien. L'étude américaine aura donc surtout permis d'établir que le monde du travail tel qu'il va nous prépare à un avenir merdique. On s'en doutait un peu, conclut Édouard Launay, mais ce progrès de la connaissance n'est-il pas réjouissant en lui-même? Voilà, c'est dans la Libération du jour, François de Closet. Alors écoutez, l'avenir merdique du travail que nous prépare le capitalisme financier, j'y consacre un chapitre. Et c'est une des pires choses qui soit arrivée. Pourquoi? Parce que le monde du travail et le monde de l'entreprise, dans les années 70, essayaient de se restructurer parce qu'à l'époque, le capital était beaucoup plus loin de la direction de l'entreprise. Et donc, on essayait, on faisait des relations humaines, on changeait les conditions de travail, on voulait avoir une citoyenneté d'entreprise, etc. C'était un début, c'était l'amorce de quelque chose. Et là-dessus est arrivé le capitalisme financier, c'est-à-dire que le pouvoir est passé du management à la finance au détriment des salariés. Et à partir de là, oui, les conditions de travail n'ont cessé de reculer et de se détériorer. Et on le voit dans l'augmentation, je donne les chiffres du stress au travail, etc. Et là, vraiment, le capitalisme financier a détruit littéralement la société industrielle qui se crée. Or, en France, cette société industrielle était très en retard sur ce qu'elle est, par exemple, aux États-Unis. Elle se en Allemagne. Le résultat, c'est qu'en Allemagne, ils ont réussi, notamment avec le partenariat entre syndicats et direction, à peu près à maintenir quelque chose qui ressemble à une cohérence, alors qu'en France, on a tout fait éclater dans les grandes entreprises et surtout dans les petites entreprises qu'elles étouffent. Mais cela dit, vous avez remarqué que la rentrée sociale, rentrée austère, verra quelques mouvements sociaux qui risquent de prendre de plus en plus d'ampleur, notamment les syndicats ont appelé mardi dernier à une journée nationale d'action interprofessionnelle pour le 11 octobre pour opposer, je cite le communiqué, une riposte commune au plan anti-déficit du gouvernement. Ça vous paraît être une bonne solution que la rue se manifeste et organise au fond une sorte de tension entre le politique et le social et le syndical? Si longtemps qu'on ne comprendra pas qu'il faut à la fois agir, je dirais schématiquement, à droite et à gauche, il y aura ces réactions sociales. Prenez, par exemple, quand on a réformé les régimes spécialisés, de régimes spéciaux pour la retraite. Bon, effectivement, ça a protesté, mais pourquoi? Parce qu'avant de s'attaquer à la retraite des électriciens et des cheminots, il fallait d'abord interdire le régime spécial scandaleux que se sont créés les grands PDG. Alors pas du tout, vous comprenez, quand tout à coup, on a l'impression qu'uniquement on est sur des mesures qui touchent la classe moyenne, mais qu'on n'ose pas remettre en cause notre fiscalité, remettre en cause toutes sortes de niches fiscales qui ne profitent qu'à ceux qui payent des impôts, et d'autant plus qu'ils payent plus d'impôts, donc qu'ils sont plus riches. Tant qu'on n'ose pas mettre ça en cause, on n'a pas la légitimité pour faire la deuxième chose qu'il faut dire, qui est inévitable, qui est, oui, d'imposer des sacrifices à l'ensemble de la population en épargnant que tout en bas les plus faibles. Du sang et des larmes. Hein, c'est ça, mais bien sûr qu'il y aura, non pas du sang, j'espère, mais de la sueur et des larmes, et il faut le dire. Mais ça veut dire que derrière, je suis d'accord avec ce que vous dites, il y a un mot, c'est justice. Mais bien sûr. S'il n'y a pas de l'équité et de la justice dans les mesures qui sont prises, ça n'a aucune chance de pouvoir fonctionner. C'est par là qu'il faut commencer.